Smolny. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être invité en tant que militant socialiste français. Je suis un syndicaliste d'abord. J'ai été syndiqué depuis 1963, c'est lié à mon âge. Et ça fait 50 ans que je milite à gauche. Je suis moi-même un fils d'ouvrier. J'ai été ouvrier avant de devenir inspecteur du travail. Et ceci m'a toujours valu de partir du souci numéro un quand je parle politique et des révolutions. C'est d'abord le peuple, ce sont d'abord les salariés, ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, qui sont les moteurs de la révolution. Les partis ne viennent qu'après, à la fois pour les encourager, et à la fois pour les soutenir, et à la fois pour tracer une voie. Mais les partis ne sont rien sans la force sociale qui est le mouvement, la puissance, la vapeur de la Révolution. Et vous savez, en France aujourd'hui, le centenaire de la Révolution, de votre Révolution d'octobre, il a commencé sur une grande radio française. Un petit matin du 1er janvier de cette année, ils ont qualifié Lénine de tartaro-mongol. La phrase suivante était pour dire que la Révolution d'octobre était le début de l'histoire la plus totalitaire de l'histoire de l'humanité. Et ensuite, il m'est arrivé de me confronter, c'était ces derniers jours, à la télévision, avec un journaliste du Figaro, journal de droite, qui me disait « Mais enfin, la révolution, ce ne sont que des morts ». Alors, je lui expliquais, évidemment, que la principale source de mortalité en 1917, ça n'était pas la révolution. C'était l'offensive de Kerensky et du gouvernement provisoire en juin et juillet qui, à elle seule, a fait 70 000 morts, c'est-à-dire à peu près 100 fois plus que la révolution de février toute seule. Et qu'il valait donc mieux les révolutions que les guerres. Et que c'était bien les guerres qui arrêtaient les révolutions parce que le capitalisme, lui, il engendrait les guerres. Alors j'ai été amené à écrire, je l'ai fait à ma façon aussi, un petit livre pour expliquer la révolution russe aux adolescents. Il sort cette semaine en France. Il sort en même temps dans une conjoncture où il y a un film qui s'appelle Le jeune Karl Marx, qui surgit sur les écrans français en pleine actualité et qui montre Engels et puis Marx décrire la condition du prolétariat britannique et puis préparer la publication du manifeste communiste de 1848. C'est juste une tranche de leur vie. Elle est extrêmement jeune, extrêmement dynamique. Ils fument, ils boivent, ils disputent avec Proudhon et ils préparent le manifeste communiste. Ce film, j'espère que vous l'aurez bientôt. Et il est fait par un auteur haïtien qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Raoul Peck, et qui actualise aujourd'hui, en même temps qu'on parle de la Révolution d'octobre, en fait, les aspirations du salariat. Alors, je n'ai pas l'outrecuidance d'entrer dans vos discussions sur la Révolution russe, et on m'a demandé, et puis je vous ai fait un texte, je crois que vous l'avez, il doit être accessible dans votre langue, et je n'ai que maintenant 12 minutes qui me restent, pour vous parler de quoi? Mais du salariat. Comment dirais-je? Quand on défend en France la révolution russe, on défend notre propre salariat. Parce que quand ils attaquent la révolution russe, c'est une attaque contre nos droits, la journée de 8 heures, le code du travail, le salaire minimum. Et donc les choses sont liées, absolument liées. Si vous voulez défendre le socialisme, il vient d'abord du ventre, si vous me permettez cette expression. Il vient des besoins que les gens expriment dans l'exploitation capitaliste. Le capitalisme engendre des revendications qu'il ne peut pas satisfaire. Et donc à partir de là, les gens se mettent en mouvement et puis viennent à ce moment-là les idées, les programmes, la discussion, la nature du régime, de la République. Et là, après, il ne faut pas qu'il y ait de socialisme sans démocratie, ni de démocratie sans socialisme. Les deux choses sont l'aboutissement qui permet de satisfaire les revendications en question. J'ai toujours une grande dispute, nous, sur la Révolution française. Beaucoup me disent c'est parce que les gens discutaient des Lumières, parce qu'il y a eu des grands auteurs et des grands philosophes. Bien sûr, bien sûr. Mais les gens se sont levés pour aller chercher du pain de Paris à Versailles, pour aller demander à manger à la reine Marie-Antoinette. Et c'est parce que Marie-Antoinette, la reine et le roi leur ont pas donné de pain qu'ils ont fait la République. Si vous aviez dit à Paris, nous allons à Versailles pour faire la République,
les gens n'auraient pas bougé. Ils ont bougé pour aller faire du pain, et c'est parce qu'ils n'avaient pas du pain qu'ils ont fait la République. C'est ce moteur-là qui se produit chaque fois. Et finalement, début février, chez vous, ce sont les femmes qui ont faim et qui démarrent. Et ensuite, vous avez les aspirations élémentaires sont la paix, le pain, la terre. Le choix du parti qui dirige la victoire vient du fait que c'est lui qui va le plus loin pour la paix, le pain et la terre. C'est quand vous satisfaisez les revendications les plus élémentaires que vous poussez le plus loin la construction du socialisme. Et c'est de cette façon-là que j'interprète, moi, le passage de février à octobre. Le gouvernement provisoire est incapable de faire la paix. Ils préparent tous la continuation de la guerre. Il est incapable de donner le pain parce qu'il y a la guerre. Il est incapable de donner la terre parce qu'il y a la guerre. Donc la continuation de la guerre nourrit logiquement la majorité des bolcheviks qui, à ce moment-là, répondent aux aspirations qui viennent du ventre. Et parce qu'il y a cette adéquation entre le salariat, le prolétariat qui vient de Vyborg, et puis toutes les luttes qui s'étendent, et la réponse qui est donnée par la direction du parti bolchevique, nous allons faire la paix, nous allons faire la distribution de la terre, vous allez avoir du pain, c'est parce qu'il y a cette adéquation qu'il y a la victoire. C'est toujours pareil. La Commune de Paris, 1871, était affamée, encerclée par les armées allemandes, et il fallait manger, et pour manger, il fallait se soulever, et le soulèvement donne le premier élément d'un pouvoir prolétarien. Nous sommes en France en 1871, mais si je regarde l'histoire de mon propre salariat en France, elle n'est faite que de ça. En 1905, pendant que vous avez la première révolution russe, nous nous battons aussi pour du droit du travail, pour la journée de 8 heures. Nous nous battons pour qu'il y ait des droits et des conditions respectables pour les travailleurs. On se bat pour la séparation de l'Église et de l'État. On gagne des possibilités démocratiques en 1905 et 1906 en France. Et puis après, évidemment, tout ça va être menacé par quoi? Par la guerre. Et ça, c'est Jaurès qui résiste jusqu'à ce qu'il l'assassine. Il l'assassine pour faire la guerre et pour tuer chez les socialistes les capacités de résister à la guerre. Et malheureusement, les socialistes français ne vont pas résister à la guerre. Et ils vont se lancer dans cette guerre infâme de 1914, 1917, 1918, qui chez vous fera, je crois, 7,5 millions de morts, c'est-à-dire presque autant que tous les alliés réunis. Et évidemment, c'est au sortir de la guerre, grâce à la révolution russe, que ça bouge partout, parce qu'on dit, ah là, on peut y mettre fin et arrêter que ça recommence. Et là, vous savez la suite de l'histoire, mais pour le salariat français, c'est une bataille permanente où on se dispute sur le lien ou pas avec la Révolution d'octobre, mais toujours avec précision, c'est pour gagner au Front populaire les 40 heures, pour gagner les congés payés. Et les questions qui permettent sans arrêt de rebondir, même quand on n'a pas de victoire définitive, c'est toujours la volonté de satisfaire ces revendications qui, pour le salariat, sont si vitales, tellement essentielles. Et c'est encore ce qui ressurgit après la victoire contre les nazis, après la résistance et la libération en 1945 en France aussi. C'est-à-dire qu'on a le programme du Conseil national de la résistance, qui est un programme fabuleux. Ça fait 70 ans qu'ils essaient de le mettre en cause. Mais ce programme fabuleux nous donne la sécurité sociale, nous donne la retraite, nous donne des droits dans les entreprises, nous donne des droits syndicaux et font une redistribution des richesses qui est très importante en faveur du salariat. Que sans arrêt, le patronat va vouloir reprendre parce que le capitalisme ne peut pas se satisfaire d'une pareille concession au salariat. Et il faut que l'exploitation reproduise, recommence sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et c'est la bataille depuis 70 ans. Le moment où nous allons résister le plus, vous est connu aussi, c'est mai 68. Moi, je suis, à mon âge, un enfant de mai 68, j'avais 22 ans. Avant mai 68, on me disait il n'y aura plus jamais de crise révolutionnaire, il n'y aura plus jamais de juin 36, il n'y aura plus jamais d'octobre, il n'y aura plus jamais de révolution, la classe ouvrière est embourgeoisée, elle n'existe plus, elle a le crédit, la voiture, le tiercé, les avantages, elle ne bougera plus. Et je disais, avec ma foi de 20 ans à l'époque, si, ça aura lieu encore. Je ne savais pas pourquoi j'avais une pareille foi. Sans doute parce que j'étais fils d'ouvrier, que j'étais ouvrier moi-même à l'époque. Sans doute parce que ça me déterminait ma conscience, c'est l'existence bien sûr qui détermine la conscience, et que j'étais persuadé qu'il y aurait une telle explosion révolutionnaire, et je l'ai connue, j'avais donc 20 ans,
En mai 68, c'était 90% de grévistes. Vous aviez tout le pays en mouvement, jusqu'aux gardiens de musée, aux cinéastes, aux joueurs de football, aux pompistes. Il y avait même des mouvements dans les couvents, en plus de toutes les entreprises occupées. Dans ma vie, le mouvement où j'ai vu que les masses pouvaient se soulever majoritairement, et qu'à ce moment-là, il manquait, oui, c'est vrai, une conscience politique pour aller jusqu'au bout et transformer le grand soulèvement de masse en une issue victorieuse. Mais cet apprentissage-là n'a pas arrêté dans le salariat français, à mes yeux. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mai 68, Histoire sans fin, parce que je l'ai revu, ce mouvement, dans les luttes de la jeunesse dans les années 70, puis à nouveau dans les années 80, puis à nouveau dans les années 90, avec des blocages entiers du pays pour la défense de nos retraites, pour la défense de nos salaires, pour la défense de notre code du travail, puis encore à nouveau dans les années 2000, ce qui a porté d'ailleurs la gauche française, Parti socialiste, Parti communiste, tout confondu, au pouvoir en 2012, il y a à peine 6 ans. 5 ans. Et là, ça fait réfléchir encore, parce qu'il y avait une volonté massive pour que... La gauche avait tout. Le Sénat, l'Assemblée, les villes, les régions, les départements. La gauche avait tous les pouvoirs, la présidence avec François Hollande. Et François Hollande nous a trahis. Il a, sur le plan politique, pas répondu aux attentes populaires. Il ne nous a pas donné de pain dans notre assiette, il ne nous a pas donné de travail en plus, il ne nous a pas donné de droit du travail, et il a même commencé à rogner ce que nous avions, après que les autres l'aient déjà fait, comme je viens de le dire précédemment, pendant plusieurs décennies. Et donc Hollande a été battu, c'est le cas du début de cette année, et il nous est arrivé un fou illuminé, un putsch d'un homme de cabinet qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est la plus avancée, la plus réactionnaire des banques de notre pays, qui est le Margaret Thatcher français, et qui veut essayer à nouveau d'en finir avec nos acquis. Mais l'affrontement, même à mon âge, je suis sûr qu'il va recommencer, qu'il y aura un autre mai 68, qu'il y aura d'autres luttes sociales de la même importance. Même à mon âge, je sais que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron va renouveler des décennies de tradition dans notre propre salariat. Et je sais que du point de vue syndical, comme du point de vue politique, nous défendrons le droit du travail qu'il est en train de mettre en cause. Le droit du travail, si je n'avais pas été militant, mon métier, ma profession comme inspecteur du travail me l'aurait fait comprendre. J'ai dû pendant 30 ans arpenter les entreprises, j'en ai visité 9 ou 10 000, le code du travail à la main, et je sais ce que ça veut dire, le droit du travail. Eux, ils veulent en faire un droit des entreprises. C'est pas pareil. Le droit du travail, c'est le droit des salariés de résister à leurs employeurs et exploiteurs. C'est le droit de pouvoir avoir la dignité, la protection et la justice dans le moment où ils sont aussi exploités. C'est le droit d'avoir un salaire décent et d'être avec des congés payés, protégés de la maladie, des accidents du travail et de la violence même, de la souffrance du travail. Vous savez, le droit du travail en France, je fais des zigzags historiques, mais il est né après la catastrophe de Courrières en 1906. C'était un coup de grisou, il y a eu 1099 morts d'un seul coup. On savait la veille ce que c'était dangereux. Le patron a dit allez travailler quand même. Et 1099 morts. Le lendemain, on dit il y a des survivants. Le patron dit allez travailler quand même. 20 jours plus tard vont sortir 14 survivants. Il y a un choc émotionnel dans toute la France de cette époque. Et il va être décidé à ce moment-là une chose décisive, c'est de créer un ministère du travail pour qu'il s'oppose au ministère de l'économie et qu'il permette la résistance de ceux qui étaient dans les entreprises. Ça fait 100 ans qu'on construit le Code du travail en France pour subordonner les entreprises aux humains. Et maintenant, on a Macron qui veut subordonner les humains aux entreprises. Nous sommes face à une tentative très contre-révolutionnaire. Et c'est pour ça que les mouvements sociaux sont... Il faut que j'arrête, c'est ça, mais je comprends bien. Que les mouvements sociaux sont si vitaux, que c'est l'énergie de ceux qui se battent, qui manifestent et qui occupent les entreprises qui, à chaque fois, nous ont permis de gagner. Et chaque fois qu'en France, il y a eu des grandes grèves générales, il y a eu des grandes occupations d'entreprises, quelque part, même le militant jeune, le moins formé, c'est quelque chose de votre révolution. C'est quelque chose qui s'est passé ici. Il ne sait pas tout sur les suites, les échecs, mais il sait quelque chose sur les espoirs et la naissance
pour pouvoir changer le monde. Et le changement du monde, c'est le socialisme. Et à ce moment-là, on a quelque chose dans son assiette et on peut aller au théâtre le soir. Уважаемые товарищи, спасибо Жерару Фошу.